Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, nous retournons voir du côté de la série Enterprise et de sa formation géopolitique. Pour cela, j'invoque mes deux magnifiques collaborateurs. Absol, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Cool. Et Dragor. Voilà. Et Dragor, bonjour, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Eh ben, écoute, ça va. Compte tenu que je suis plus en vacances, ça pourrait être pire, donc voilà, ça va. Bah écoute, c'est bien fait pour ta gueule, voilà. Moi non plus, je ne suis pas en vacances. Pourriture. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les Nels. Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek pour les nuls. En avant. Comment ça va tout le monde ? Alors Dragor, tu nous disais en début que tu n'étais plus en vacances, mais ça veut dire donc que tu es rentré ? En vacances, oui. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast quand je disais que je partais, je crois. Est-ce que je l'ai dit ? Moi, je l'ai peut-être dit. Oui. Voilà, hein. J'étais en Irlande. J'ai bu de la Guinness pendant 2 semaines, et puis je suis revenu. Et du coup, il s'en souvient pas, en fait. Voilà. Là, j'ai des crises de manque régulièrement, mais sinon, tout va bien. Non, c'est un très beau pays, et je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour. C'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai juste fait l'Angleterre, jamais ni l'Irlande, ni l'Écosse. Mais c'est vrai que dis pas ça à des Irlandais. Oui, non, mais c'était pas... Enfin, je parlais sur cette fameuse île, quoi. Pas de... Ouais. Je ne confonds pas les pays. Seulement la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Parce que j'étais en Irlande du Sud, c'est-à-dire... Ah oui. Il a dû bouter les Anglais hors de son territoire parce qu'ils causaient une terrible famine. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire d'Irlande, mais bon. Famine de la patate. Les Anglais en Irlande du Sud, ils sont pas trop bienvenus, je pense. Alors, on entend un professeur d'anglais en train de s'énerver derrière. Oui, j'ai oublié de lui dire que ça avait commencé, donc du coup, elle commentait comme si on n'enregistrait pas, en fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Écoute, elle est la bienvenue. Elle peut faire des remarques quand elle veut. Ça tombe bien en plus, parce que là, on est en train de parler de géopolitique. On va parler de géopolitique tout à l'heure avec Enterprise. C'est très bien. T'as des choses particulières à nous dire sur l'Irlande niveau Non, enfin oui et non, c'est-à-dire que le podcast va durer 1 heure de plus, et si c'est non, on s'arrête là et c'est très bien. Bah écoute, on n'a toujours pas fait la spéciale Japon de Charles, donc on pourra faire la spéciale Irlande de Dragon. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit tour de table pour parler de nos dernières geekeries ? Eh ben, on peut. J'ai des trucs à dire. À toi l'honneur, Charles. Eh bien, moi, je suis sur Assassin's Creed Odyssey, le dernier jeu d'Ubisoft, du coup, qui se passe durant la Grèce antique. Voilà, et qui est vraiment excellent au niveau des graphismes, au niveau du scénar aussi. Les personnages sont plutôt bien écrits. Et ils ont rajouté tout un système de choix, en fait, à faire, qui va faire évoluer le monde autour de nous. Donc, hier soir, j'ai dû choisir entre tuer une famille de sang-froid ou les laisser contaminer par la peste toute une île. C'était génial. Ouais, c'est le genre de choix toujours très cornélien, voilà. Mais hyper cartésien. Un choix à la Flox, quoi. Voilà. Bien joué. Non, mais c'est les choix à la Mass Effect, tu sais, t'as pas de demi-mesure. Non, c'est soit tu butes tout le monde, soit tu sauves tout le monde, tu vois. Soit t'es pragmatique, soit t'es... je sais pas. Bref. C'est quoi, attends... Ah, j'ai oublié. J'avais vu une vidéo philosophique qui parlait exactement de ça, c'était super intéressant, mais j'ai oublié les noms. Monsieur Phi, peut-être. Non, mais laisse tomber, je vais dire des conneries, donc je vais pas les dire. Voilà, on en dit suffisamment comme ça. Oui, ça c'est clair. What else, Charles ? What else, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On est dans la préparation du salon, donc je pense que quand ce podcast sortira, le salon aura commencé, mais sera bien passé même.
Mais là, il nous reste 3 semaines de préparation encore. On est sur une diffusion aux environs du 21 novembre, je crois. Alors, je me permets cette petite aparté parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas le 21 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. Et le salon de Game Island aura lieu ce week-end, donc les 3 et 4 novembre, à l'île Jourdain, dans le Gers. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce salon. C'est très, très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Voilà, désolé d'avoir coupé en plein milieu d'une phrase, mais c'était important de le rappeler. Oui, donc clairement, il sera passé depuis un petit moment. Ouais. Voilà. Ok. Et Dragor? Alors, j'ai parlé cinéma. J'ai enfin vu, ça fait un moment que je l'attendais, que je le cherchais, Baoubali 2, donc qui est la suite de Baoubali 1. Baoubali, ça s'écrit B2AHUBALI. C'est un diptyque d'heroic fantasy indien. Ah, c'est le fameux film qu'on voit, dont on voit des extraits partout sur Facebook en disant le cinéma de Bollywood est over the top, avec des mecs qui montent sur des palmiers et qui font des catapultes. Ouais, c'est génial. C'est ça. Et du coup le diptyque est vraiment, moi c'est le genre de cinéma que j'aime beaucoup et j'adore leur manière de filmer. J'adore leur le fait qu'ils aient pas les mêmes limites que le cinéma américain. Ce qui fait que ça change, c'est assez rafraîchissant, je trouve. Parce que le cinéma américain est très over the top sur plein de trucs, mais comme on y est habitué, on le voit pas en fait. Et c'est génial. J'adore, ils ont un sens de la mise en scène qui est juste énorme. Il y a plein de plans de caméra que je suis là, c'est énorme quoi. Il y a vraiment des idées de fou. Et c'est super dynamique et ça fait plaisir. Moi je m'éclate devant ce genre de film et celui-là, ces deux films là, c'est vraiment puissant quoi. Et j'ai vu la trilogie Gamera des années 90. Je connais pas. C'est un kaiju en fait, hein, c'est le principal concurrent de Godzilla, on va dire. C'est un autre studio, voilà. Donc c'est une tortue géante avec des défenses de sangliers qui crachent du feu et qui volent en faisant sortir des espèces de réacteurs qui sortent de sa carapace en fait. C'est génial. Non mais et cette trilogie, elle est beaucoup plus sombre que les. En tout cas, bon, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quelques-uns d'avant, parce qu'en fait il y a eu une pause de 12 ans en gros. Entre les années 70 et en fait le dernier d'avant c'était les années 80 et là je crois que le premier de la trilogie des années 90 c'est en 92 quelque chose comme ça ou 93 je sais plus. Donc du coup voilà il y a eu une période sans rien et ils sont venus vers un truc plus comme le tout premier, c'est beaucoup plus sombre et ça rend super bien quoi. C'est monstrueux. Il y a des gens qui disent que c'est les meilleurs films de kaiju qui existent. Je sais pas si c'est vrai parce que j'en ai pas vu assez, mais je comprends qu'il y a des gens qui disent ça. C'est vraiment énorme. Le cinéma japonais, c'est pareil, c'est un style de mise en scène auquel je suis vachement sensible, et c'est génial. Alors les Gamera dans celle-là fait, je crois, 60 mètres de haut, ce qui est pas si énorme que ça quand tu compares à d'autres kaiju. Mais c'est filmé d'une telle manière que l'immensité de la créature, tu la ressens vraiment. Ça se fait dans la manière de filmer, quoi, tu la ressens vraiment. Et il y a plein de plans bien pensés, pris à hauteur humaine, mais pas forcément du sol. Ça va être d'un appartement, par exemple, ou de choses comme ça, qui donnent vraiment de la dimension au truc. C'est super bien pensé. Et c'est de la baston. La Gamera est plutôt du côté de l'humanité. Et t'as des monstres qui viennent bouffer tout le monde. Il y a des petits côtés un peu gore à certains moments qui sont. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien, donc voilà. Et c'est vraiment cool. C'est très dynamique. Il y a des les combats sont fabuleux quoi. Et le troisième film, c'est le meilleur des trois, ce qui est assez rare dans des trilogies. Et alors lui là, c'est le festival quoi. J'ai pas trop de mots, mais c'est vraiment puissant. Ok, écoute, ça crée un lien avec
ma petite news geek, parce que moi je vais vous parler de Godzilla. Parce que j'ai regardé un animé sur Netflix, ce que je ne fais jamais parce que je suis vraiment pas fan des animés japonais. De manière générale, des dessins animés, je suis pas, c'est pas mon truc, quoi. Et j'ai découvert Godzilla, une version un peu chelou où les humains sont dans l'espace, ils reviennent sur Terre après 10 000 ans d'errance. Je les ai vus. Enfin, pour eux, ça fait genre une génération, et sur Terre, il s'est passé 10 000 ans. Alors, je me suis endormi. Je me suis endormi au moment où ils arrivent sur Terre, donc je n'ai pas vu. j'ai pas vu. Tout raté, quoi. J'ai tout raté, oui. Mais de ce que j'en ai vu, l'histoire est super bonne et les visuels sont vraiment très beaux. Donc, j'ai aucune base pour me baser parce que, comme je disais, j'ai pas vu d'animé. J'ai juste vu le premier. Ah punaise. Ghost in the Shell. Mais c'est tout, donc j'y connais rien en animé. Je sais pas si c'est particulièrement beau. Dragor, t'en avais pensé quoi? Moi j'ai adoré. Alors le deuxième est meilleur que le premier. Parce que c'est une trilogie et le troisième n'est pas encore sorti. C'est Godzilla Planet of the Monsters, le premier. Le suivant, je sais plus comment il s'appelle. C'est City on the Edge of Battle, le suivant. Et moi, alors oui, il est beau, mais bon, ça m'a pas plus marqué que ça. Par contre, l'animation est géniale. C'est pour de l'animé en image en 3D. Oui. Il y a vraiment une dynamique dans l'animation qui est assez rare dans ce type de format et qui est vraiment super bien maîtrisée et qui est, je trouve, vraiment vraiment génial. T'as des effets de vitesse dans le 2 qui sont époustouflants, quoi. C'est énorme. Ok. Après, moi, j'ai pas eu le temps de m'y repencher dessus. Je vais le faire parce que ça me plaît. Mais voilà. Pour le moment, ma critique, c'est beau et c'est chouette. C'est très, très complet. Et voilà. Je vais pas vous parler de catch parce que ça saoule tout le monde. Alors voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Comme je le disais dans l'introduction, donc cette émission, aujourd'hui, nous nous centrons sur 4 épisodes de la saison 2 de Star Trek Enterprise. Donc, ces 4 épisodes, à savoir Stigma, contamination en français, Ceasefire, en français s'appellera le négociateur, Judgment, le procès, et Cogenitor, le troisième sexe. On va commencer par Stigma, contamination. Et c'est toi, Charles, qui va nous en parler? Et oui, donc on va commencer pour faire un petit récap de ce qui se passe dans cet épisode. Donc en fait, on commence avec T'Pol et le docteur Plotz qui sont ensemble à l'infirmerie. On apprend que T'Pol est atteinte d'une maladie qu'on va découvrir un petit peu plus tard, en fait, qu'elle a attrapée suite à la fusion mentale qu'elle a eue du coup dans un ancien épisode durant la saison 1. Je sais plus lequel, par contre. On en avait parlé. Oui, on en a parlé en plus. On en a parlé et je l'ai plus dans mes notes. C'est pas grave. Pas violation. Donc, voilà. Ouais, je crois que c'est violation. Ouais. Je crois que c'est un truc dans le genre. Donc, du coup, on apprend ceci et le docteur Plotz va essayer de se renseigner auprès de auprès des Vulcains, en fait, des médecins Vulcains, pour savoir un petit peu où en est l'avancement des travaux sur cette maladie. C'est Fusion, l'épisode. Fusion. Mais oui. C'est ça. N'importe voilà, quoi. Tout simplement, en fait. En même temps, du coup, nous allons avoir la femme de Plotz, la troisième femme de Plotz, qui va venir sur le vaisseau, du coup, lors de l'échange médical interespèces, et qui va commencer à dragouiller tranquillement Tucker. Suite à la demande de Plotz, les Vulcains vont se rendre compte que sa demande n'est pas anodine. Et donc vont découvrir en quoi T'Pol est malade. Et nous allons apprendre par la suite également que cette maladie ne se transmet que par fusion mentale et que c'est quelque chose qui est très mal vu chez les Vulcains.
c'est notamment pour ça qu'ils ferment un petit peu les recherches, qu'ils n'investissent pas dessus. Je vais éternuer. Sida. Pardon. Désolé, Voilà. j'ai oublié de couper mon micro. Voilà. T'aurais pu éternuer moins fort surtout parce que tu m'as vrillé les oreilles. Je suis désolé. Ah putain. Donc, du coup, pendant que Charles Tucker essaye de repousser les avances, du coup, alors, comment il s'appelle déjà Fela, c'est ça Fizel. Fizel. Pendant qu'il essaie de repousser ses avances tranquillement, il va finir par aller voir du tout coup le Dr. Plotz pour lui en parler. Et alors qu'il s'attendait à ce que l'autre s'énerve, et ben en fait il a dit pourquoi tu vas pas couillon. Voilà, donc on va clore un petit peu le chapitre Tucker là-dessus. Par la suite, les Vulcains du coup. Un des deux docteurs qui avait refusé d'aider Petit Paul, en fait, va lui transmettre les données de ses recherches, en lui expliquant qu'en fait, il faisait partie de cette secte entre guillemets qui pratique la fusion mentale. Et puis il va s'ensuivre du coup un mini procès entre guillemets pour savoir si T-Paul ou doit être viré de l'Enterprise suite à sa maladie contractée. Et ils arrivent du coup à rendre le verdict bénéfique à T-Paul. Je pense avoir plutôt bien résumé. Oui. Oui, très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'en avez-vous pensé de cet épisode Contamination? Ça beaucoup aimé le rapport. Oui, clairement. Ça fait titre de film TV sur NT1. Contamination. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup le Contamination qui ne traite pas de la contamination, mais pas grave. Ouais, quand tu vois un titre Contamination, tu vois un truc genre peste, tu vois, qui contamine tout le monde. Sauf qu'en fait, non, mais c'est pas grave. Bah écoute. Non, après, très très bon épisode, avec un bon rythme, malgré qu'il n'y ait pas vraiment d'action à l'intérieur, entre guillemets. Beaucoup de rebondissements. Après, une grosse surprise sur la maladie de T-Paul, en fait, qui tombe comme ça. Et oui. Alors, je me tourne vers Dragor. On l'apprend vraiment dans cet épisode ou on... Non. Mais je sais plus quand. Parce qu'il y avait eu un premier épisode là-dessus, il me semble. Ok. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que il en parle pas à la fin de Fusion déjà? Non? Il me semble pas. D'accord, je sais pas. Mais oui, ça tombe pas. Je crois pas que ça tombe comme ça, de nulle part. Il me semble qu'il y a une discussion à un moment donné dans un épisode où elle va lui en parler. Enfin, c'est la maladie de T-Paul, c'est continuer dans la suite de la série qui est assez intéressant. Enfin, ça fait un bon développement du personnage. Ok. Non, mais c'est pas grave. C'était juste par question. Ok. Mais après, d'un côté, nous là, ça nous crée une petite surprise assez intéressante. Excuse-moi, Charles, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de problème. Donc mis à part ça qui, pour nous, tombe un peu des nues. Sinon, après, l'épisode est très bon, avec le côté aussi où Archer met un petit peu les Vulcains le nez dans leur caca en leur disant non mais vous nous traitez de, entre guillemets, de ne pas être noble et de pas être machin, mais vous laissez pas crever toute une partie de votre population, quoi. Voilà, qui le dit volontairement, vous faites pas de recherche, vous bloquez les recherches dessus parce que vous n'acceptez pas les pratiques religieuses, entre guillemets. C'est un peu ça, les pratiques religieuses des autres, quoi. Donc vous n'êtes pas aussi ouvert d'esprit que ce que vous prétendez. Et également la relation du coup avec le triangle amoureux, entre guillemets, avec le Dr. Plotz, Tucker et Frieza, du coup, qui est très sympa. Oui, c'est vrai que c'était assez rigolo.
Ça apporte un petit peu de légèreté. Oui. Cette Dans l'épisode, et puis histoire. on voit que Tucker est vraiment sur une, on va dire, c'est le cateau de base. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est oui, on couche pas avec une femme mariée. Oui, mais c'est machin. Voilà, c'est. Ouais. Bah, Tucker, c'est un peu l'homme du 21e siècle qui Totalement. qui vit au 22e siècle en fait. Et c'est le facteur d'identification du public. Et c'est une technique qui a été pas mal utilisée dans Star Trek de manière générale. Hein. Et puis le fait de parler de phénomènes de société qui sont un peu effacés de la culture populaire en le plaçant chez les aliens, c'est pareil, c'est une stratégie assez courante dans Star Trek qui a ses limites, mais qui permet d'amener les choses en douceur, quoi. Parce que le polyamour, c'est quelque chose de réel, et qui est très qui est assez mal vu quand même encore maintenant, assez mal compris aussi. Et du coup, c'est pas mal que ça fait maintenant presque 20 ans quoi qu'ils ils en parlaient déjà quoi du coup dans Enterprise, c'est quand même pas mal. Mais ça a ses limites parce que il y a notamment une phrase qui m'a marqué, c'est Tucker qui dit ça à Phlox, je crois, après leur dialogue. Et il dit, en gros, il dit les humains sont monogames, quoi. Ce qui est faux, du coup. Oui. Et qui, du coup, voilà, c'est un peu la limite du truc, quoi. C'est que, en voulant montrer un truc de manière en douceur, d'un autre côté, tu permets aux gens de se conforter dans des idées fausses, quoi. Et surtout très, très occidentales, parce que bon, il y a plein de peuples qui ont jamais eu de problème avec le polyamour, quoi. Mais bon. C'est quand même voilà, moi c'est le genre de truc que je salue, quoi. Et surtout que dans cet épisode, du coup, il y a deux, puis il y a aussi du coup le parallèle évidemment avec le sida dans notre intrigue, qui est assez bien mené, je trouve, de ce côté-là. J'ai pas vu trop de défauts dans le traitement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Non, c'était bien. Ce qui est intéressant, c'était d'avoir à la fois le point de vue de la personne en elle-même atteinte, du gouvernement, de l'autorité, et et également alors je sais pas comment dire. En fait, T'Pol sert à la fois de patient type, enfin de malade type du sida, mais aussi de malade. J'ai été contaminé, n'importe quoi, désolé, contaminé d'une manière différente que celle qui est le plus couramment arrivée suite à un viol, quoi. Et est-ce que je dois le dire? Mais d'un côté, le dire, ce serait tourner le dos aux autres personnes qui sont contaminées, mais enfin voilà, et ça, je trouve intéressant aussi de l'avoir traité. Ouais, et ça montre que T'Pol, elle a ses limites comme tous les Vulcains de cette époque-là, mais elle est aussi un peu plus mature que les Vulcains de cette époque-là, du coup. Parce qu'elle a une vision militante de sa propre maladie, et c'est je trouve ça super, je trouve ça vachement bien, quoi. Le fait qu'elle refuse de se désolidariser des gens qui en tombent malades par une pratique consentie. Exactement. Et j'avais oublié ça. C'est un truc que j'avais oublié, et quand j'ai revu l'épisode, ça m'a beaucoup touché, quoi. J'ai vraiment trouvé ça très très bien, et très c'était vraiment vraiment bien ça. Moi j'avais également oublié, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand Phlox rencontre les trois Vulcains et qui lui disent non, mais on les soigne pas parce que ce sont des personnes qui ont des pratiques anormales. Et j'étais là, mais bande de connards, elle a pas fait exprès. Et là je me suis dit, mais c'est pas une raison. Ah ben oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle va dire. et du coup, enfin voilà. Je me suis moi-même pris au jeu, quoi. Et ouais, l'intrigue avec Tucker qui est dragué par une des fans de Phlox, je l'ai trouvé très drôle, et j'ai eu un peu de malaise quand même, parce que
Ils ont un peu trop poussé le truc, ce qui fait que c'est un peu à la limite du harcèlement, quoi. Alors ça passe parce que Trip il dit qu'il est attiré par elle, mais c'est dommage, ils l'ont un peu trop appuyé, je trouve. Surtout dans les moments où ils sont dans un cadre pro, quoi, où ils sont censés travailler, et puis elle se colle à lui. Enfin, t'imagines la scène enfin quoi que non, parce qu'il y a des gens que ça gênerait pas, mais bon, on va dire que en ayant une sensibilité un peu humaine, tu t'imagines la scène en inversé, c'est un peu. Si, c'est très malaisant. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois au travail il y a très longtemps quand j'étais ado. C'est très particulier. Tu es là, non mais. Non. Voilà, comment dire non dans ces cas-là. Et pourtant, nous sommes des hommes. Bref, c'est un autre sujet. Mais bon, après, c'est pas non plus. Je peux pas dire que c'est totalement du harcèlement parce que c'est pas non plus poussé vraiment beaucoup. Il y a une espèce, mais il y a un côté un peu ambigu qui est dommage. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait, que ce soit vraiment juste de la séduction et pas lourde quoi. Pas de la dragouille quoi. Ouais. Mais bon, c'est. Là on est sur de la dragouille, hein. On est voilà, j'insiste, un petit peu potache et tout. Ouais, t'as l'impression qu'ils te disent vous avez compris, hein, vous avez compris, non vous avez pas compris, attendez on vous montre encore plus. C'est bon, vous avez compris. Là le pied sur le pied, là tu comprends. mais c'est vrai que mais bon, ça donne des scènes très drôles quand Flox derrière qui est là derrière eux quoi, et puis t'as Trip qui arrête pas de lui jeter des regards, panique, je vais me faire casser la gueule, et puis alors que Flox en a totalement rien à battre, au contraire même ça lui fait plaisir pour lui quoi. Et c'est quand même cool quoi. L'absence de jalousie, etc. On est quand même dans une société où la confusion entre l'amour et la possession qui est assez, alors il y a une absence assez mise en avant et assez normalisée. Et le fait de voir l'absence de ça, je trouve ça même assez subversif et je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas en train de dire que la monogamie exclusive c'est mal, hein. C'est mon cas, je fonctionne comme ça moi, mais je trouve que le polyamour est trop mal considéré quoi. Charles, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait il y a un manque de jalousie, mais il se fixe des limites quand même, parce qu'à un moment il parle justement ah oui il y a un tel aussi qui me plaisait bien, j'ai failli la demander en mariage, mais elle avait déjà 5 maris. Oui. Voilà. 3. C'était 3 Oui, 3 femmes, 3 maris. Mais, ouais, mais alors, justement, c'est subtil, et je trouve ça bien parce qu'on apprend plein de choses sur la société démobilienne dans cet épisode. Et moi, c'est genre un truc que j'adore, apprendre des trucs sur des peuples qui n'existent pas. Enfin, sur des peuples qui existent aussi, mais voilà. Ouais, en fait, si c'est tout, apparemment, le nombre de mariages, le nombre de maris ou de femmes, d'épouses, pardon, c'est 3 le maximum, quoi. Mais visiblement pour les rapports sexuels, y a pas de problème, parce que il y a un autre épisode où Phlox dit justement que chacune de ces 3 femmes a aussi 3 maris, donc ça veut dire qu'elle a 3 maris, mais ça l'empêche pas d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes quoi. Et ce qui est logique, parce que l'amour et le sexe c'est 2 choses qui sont en fait déconnectées, on a tendance à les connecter, mais c'est pas la même chose quoi. Donc c'était assez intéressant. Oui. Après, je pense qu'on avait décidé de parler de cet épisode plus pour parler des Vulcains dans l'univers de Enterprise à cette époque-là. Mais ça reste quand même très, très important d'en avoir parlé. Et voilà, les Vulcains, on garde toujours cet avis très, très pragmatique. Enfin, on continue de les considérer assez pragmatiques dans leur jugement, très froid, façon... Enfin, dans ce qu'ils sont dans toute la série Enterprise. Ouais, mais là, ce qui est révélé en beaucoup plus, c'est qu'il y a un gros écart entre perception réellement. Alors ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Archer, qui leur dit vous vous prenez pour un peuple éclairé, mais en fait, vous êtes des pourritures comme tout le monde, quoi. Enfin, même pire que les humains finalement, même les humains du 22e siècle ont plus ce genre d'intolérance, quoi, normalement. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu dans la série. Et c'est même pas sous-entendu, c'est dit clairement, hein, qu'ils sont passés à autre chose, qu'il n'y a plus du tout de castre et tout ça. Et alors, je pense que parce qu'en fait, dans cette série, t'as quand même une grosse
je pense que ça a déplu à une certaine partie des fans d'ailleurs. Parce que bon, les Vulcains, c'est un peu le peuple iconique de Star Trek. C'est Spock, c'est un peu, mais ils ont été assez peu développés finalement dans les séries. Il y a Et du coup, Spock t'as et une Tuvok. espèce de gros fantasme qui s'est créé dessus, un peu sacralisé des Vulcains, qui sont un peu le peuple parfait, quoi. Et là, tu découvres une époque où ils le sont pas du tout. Et c'était osé, mais je trouve que ça a été bien fait. Ouais, Et encore une fois, je trouve que c'est génial parce que ça montre le chemin que ce peuple a parcouru, quoi. Que ça le rend plus crédible parce qu'il a eu une évolution. Parce que bon, on savait qu'ils avaient été un peuple barbare sanguinaire, ultra violent à une époque, mais bon, jusqu'à présent, t'avais l'impression que ça s'était passé tac tac, hop, on a arrêté, c'est bon, hop, c'est fini, du jour au lendemain. Et là, tu vois que même quand ils pensaient avoir arrêté, en fait, ils avaient pas complètement arrêté d'être ouais. intolérants et d'être mauvais, quoi. Et ça crédibilise, moi je trouve, et je trouve ça vachement bien. Et du coup, c'est dans l'histoire de l'univers de Star Trek, c'est un épisode assez important, quoi, je trouve. Oui. C'est toute une... ouais, mais même un épisode, mais même... Enfin, tous les épisodes vulcano-centrés sont assez intéressants pour ça. On a fait le tour de Stigma ou vous voulez dire d'autres choses, Charles? Non, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire dessus. Ben écoutez, je vous propose d'avancer à l'épisode suivant, qui est d'ailleurs l'épisode suivant dans la timeline. Ceasefire, Dragor. Ah oui, c'est moi qui dois faire le résumé. Alors, il y a une planète à la frontière de l'Empire... l'Empire. Vulcain. N'importe quoi. Andorien. Oui, si, c'est un empire, les Andoriens. Oui. Oui, donc de l'Empire andorien, donc je commençais bien ma phrase. Et de Vulcain. Je m'en rappelle plus le nom de leur entité politique. La société Vulcaine. On va dire ça. Voilà, la société Vulcaine. Enfin, le territoire de Vulcain, quoi. Et c'est une planète qui a été au départ colonisée par les Andoriens, qui a été envahie par les Vulcains tard, avec des excuses bidons, ou pas, ça faut aux spectateurs d'en juger, et qui a ensuite subi un espèce de traité qui interdisait à qui que ce soit d'aller s'installer dessus, quoi, avec les Vulcains qui ont mis un satellite. Et là, les Andoriens, ils ont dit, bah non, en fait, on n'est pas d'accord. On n'est plus d'accord, donc on va réenvahir la planète. Et les Vulcains, ils disent, bah on va les buter, quoi, on va leur casser la gueule. Mais bon, ils se disent quand même que la guerre avec les Andoriens, c'est peut-être pas forcément super cool. Et puis en plus, je pense qu'ils voient qu'ils vont quand même prendre cher aussi s'ils se battent contre les Andoriens. Donc ils se disent, bon, on va peut-être négocier quand même avant. Et là, il y a le chef de l'équipe d'invasion de réappropriation de la planète qui est Shran, qu'on a déjà vu avant, qui dit, bah, moi je veux bien négocier, mais à condition que ce soit Jonathan Archer qui s'occupe de la négociation, parce que je lui fais confiance. Qui soit le médiateur. Et du coup, bah, les Vulcains, ils ont pas trop le choix, donc chez Jonathan Archer, même si ça leur plaît pas trop. Et bien se délecter du fait que les Vulcains ont besoin de son aide. C'est assez jouissif. Et il va descendre sur la planète pour négocier. Il va revenir, il va redescendre. Sa navette va être descendue par en fait des traîtres andoriens qui veulent absolument la guerre, qui du coup sont pas d'accord avec la politique de Shran de chercher un compromis. Et du coup, ça fout un peu la merde, mais bon, ils finissent par résoudre le problème et puis voilà, je crois que je vais arrêter là. Et c'était un très bon épisode, et je crois que des 4 que l'on a sélectionnés pour ce soir, c'est mon favori. De toute façon, j'aime beaucoup les épisodes sur les Andoriens de Enterprise. Et Shran, évidemment, qui domine tout ça, c'est magnifique, j'aime énormément ça. Qu'en avez-vous pensé, les gars?
Ah bah, alors je dirais pas que c'est celui que j'ai préféré, mais j'ai pas trop réfléchi à celui que je préférais des Non, 4. non, Donc, mais moi c'est juste parce que mais il est voilà. génial. Enfin, puis la fin de l'épisode, quand il y a un épisode de TNG avec je me rappelle plus comment ça s'appelle, avec un ambassadeur qui est muet, Oui, et qu'il y a 3 personnes. et qui doit régler un conflit qui sont encore très très bien énervés l'un contre l'autre, et qui perd, en fait, il communique par télépathie avec 3 personnes qui permettent de parler à travers eux. Et en fait, ces personnes sont tuées. Et du coup, il sait plus comment faire, il réfléchit. Et en fait, il a une phrase qui dit, c'est que la première chose pour réunir des peuples qui sont en guerre, c'est de trouver leurs points communs. Et là, c'est ou de leur créer des points communs s'ils en ont. Et du coup, à la fin de l'épisode dans TNG, il leur apprend son langage. Et là, ce qui est génial, c'est qu'à la toute fin, du coup, de cet épisode, donc il y a Soval, donc l'ambassadeur Vulcain, et Shran, qui sont autour de la table, qui s'engueulent, ça va pas. Et Shran, il dit, et il dit qu'il, du coup, Soval dit qu'il est pas satisfait de la manière dont la négociation se déroule. Et Shran, il dit, moi non plus. Donc je vous propose de boire un coup pour célébrer le fait qu'on soit pas satisfait ni l'un ni l'autre. On est satisfait tous les deux. Oui, c'était satisfaction mutuelle. Il trouve le point commun. Il trouve le point commun qui les relie, et je trouve ça génial alors que c'est lui qui vient d'un peuple plutôt guerrier, et pas Soval qui vient d'un peuple qui est censé être pacifiste. Alors j'ai l'impression, tu vas me dire si je m'avance un peu trop, mais j'ai l'impression que de toute façon Shran est toujours le premier à ouvrir la main entre les Vulcains et les Andoriens. À chaque C'est possible, ouais, ça m'a pas marqué, mais enfin quand je dis ouvrir la main, c'est le premier à essayer de rechercher la vérité. La première fois qu'on le voit, il est là pour débusquer les Vulcains, mais avant tout pour prouver qu'il a pas qu'il a raison, mais que les Vulcains sont bien là. Je sais pas si vous vous souvenez. Et ouais. Je trouve Shran a quand même un petit côté assez ouvert d'esprit. C'est vrai. Il hésite pas à s'avancer, à faire le premier pas. Oui, c'est vrai qu'en plus il aurait pu venir pour tous les buter dans l'épisode dont tu parles. Et en fait non, effectivement, il vient juste pour savoir la vérité. Et c'est vrai, ouais, t'as pas tort. Moi, c'est un personnage que j'adore de toute façon. Et toi, Charles, qu'en as-tu pensé ? Pardon. Moi, très très bon épisode. J'ai passé un bon moment, plus action que le dernier. Après, on voit toujours que les Vulcains sont imbus d'eux-mêmes. Hein. Voilà, on reste dans la même thématique, car ils veulent négocier, mais tout simplement parce que ils savent qu'ils vont se prendre une déculottée assez sévère, et donc pour limiter les pertes, en gros, ok, on veut bien négocier, mais du coup ils se font marcher dessus, et derrière, quand on leur dit oui, je veux Archer, eux ils veulent pas, ils le font, mais par contre ils disent bien à Archer, oui, mais nous on vous voulait pas, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de visions comme ça, très réaliste, on va dire, de la société vulcaine de l'époque. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Non, le personnage de Shran, moi, personnellement, j'adore. La seconde, la générale, là, qui le trahit, justement, est pas mal du tout. On comprend bien ses intentions. Elle est plus guerrière, c'est plus vraiment on va dire l'Andorien de base, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il veut juste le combat, vu comment on nous les a décrits. Non, très très bon épisode, avec un petit côté, on ne sait pas qui c'est qui a tiré sur la navette aussi, qui était sympa. On savait pas si c'était les Vulcains qui essayaient justement de détruire la navette pour avoir une raison de buter du coup les Andoriens, ou si c'était les Andoriens qui foutaient la merde pour pouvoir buter les Vulcains. C'était assez sympa. Ah oui, d'accord. C'est vrai que moi, du coup, ça me l'a pas fait parce que je savais qui c'était. J'ai pas. Mais ouais, d'accord. C'est bon à savoir ça que ça. Ben moi, très étrangement, ça fait plusieurs fois que je vois cet épisode, et à chaque fois, je me demande, je me dis tiens, je crois que c'est les Vulcains, et jusqu'au moment où on voit les Andoriens, je me dis ah ben non. Et je rentre dans le jeu à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est con, hein. Mais
Mais je me dis, est-ce que les Vulcains, ça pourrait être sympa qu'ils aient cherché une logique à vouloir faire échouer les négociations de cette manière. Je réfléchis, puis on voit un Andorien tirer, on se dit, ah ben non, ouais. Ouais, c'est vrai que ça aurait été encore plus osé que ce qu'ils ont fait sur les Vulcains. Non, mais là, pour le coup, ils passeraient vraiment pour des salauds, les Vulcains. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus logique de mettre un Faut bien Andorien. répartir un peu les torts pour que ça soit un peu pas trop manichéen. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène dans l'espace où il y a Tucker qui place l'Enterprise entre les vaisseaux andoriens? Alors, ça, j'ai adoré cette scène-là, perso. Ah ouais, moi j'ai... C'est la scène qui montre un petit peu la place que l'humanité va jouer dans l'univers Star Trek, en fait. Vraiment le médiateur entre toutes les races et qui va essayer du coup d'unir la quasi-totalité des races entre elles, quoi. Ouais, j'ai pas vu ça comme ça. Enfin, je l'ai pris plus de manière un peu primaire. Le côté jouissif de Tucker qui dit le premier qui bouge lui défonce la gueule, quoi. C'est un peu ça. Ouais, après bon, c'est le problème, c'est d'avoir Jésus 2 le retour. Quoi, vous allez les autres, bordel de merde. Oui. Moi, je suis, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre que Tucker à ce moment-là aux commandes, parce que Tucker, son problème, c'est qu'il est trop pro Archer. Il leur dit, le premier qui descend sur la planète, je considère que mon capitaine est en danger, donc je le tue. Et franchement, c'est nul. Si ça avait été, bon, c'était impossible, mais si ça avait été T'Pol, elle aurait dit non, vous bougez pas, et voilà. Si, à plusieurs moments, il dit mon capitaine est en bas, j'ai pas de réponse de sa part pour le moment, personne ne bouge, c'est tout. Ouais, mais là c'est pas de ça que je parlais en fait. C'est vraiment quand il dit il dit exactement I'll open fire on any ship that make an aggressive move. Oui. Et il demande à Reed de charger les canons phasiques. Oui. Donc c'est un mouvement agressif, c'est-à-dire que bon, il veut pas qu'ils descendent sur la planète, mais c'est pas pour ça qu'il les menace. Il les menace de pas se tirer dessus entre eux en fait. C'est pas sur le fait de descendre sur la planète. Il est contre, mais il les menace pas pour cette raison-là. Ok. Et puis il se fout bien entre les deux pour que les deux puissent pas se tirer dessus en fait. Ouais, bon, après ça c'est vraiment plus pour l'image, parce que combien de fois ils sont fait dévier des torpilles. Enfin bon, ça c'est du chipotage. Clairement. Enfin bon. Non mais c'est non, plus oui, symbolique. Après l'image est belle, oui. Bah en fait l'image elle est en miroir. C'est symbolique, c'est surtout ouais. T'as Archer au sol qui essaye de faire le médiateur entre les deux, mais qui sont du coup à terre les uns en face des autres. Et t'as Tucker qui est dans l'espace du coup avec son vaisseau qui se tient entre les deux vaisseaux. Ouais. Donc c'est vraiment l'effet miroir en fait. C'est surtout le fait de se tenir entre eux, c'est pas que tu vas arrêter les tirs, c'est les tirs vers. Tu peux considérer ça comme une déclaration de guerre. Voilà. Et donc du coup, celui qui tire, il se retrouve en guerre contre deux puissances, quoi. Et donc c'est pas très intéressant. C'est plus ça en fait, je pense, la stratégie, on va dire in-universe, de se mettre entre les deux comme ça, quoi. Ouais. La meilleure tactique. T'es pas convaincu? Bah non, mais oui, non, mais c'est chouette, ouais. Oui, d'accord. Bon, après, la meilleure tactique, ça aurait quand même été de les laisser se pourrir entre eux, puis d'aller dans le conflit et de battre les deux. Comme ça, ils auraient gagné un empire andorien et une société vulcaine, et ils auraient gagné la planète. Ça, c'est dans l'univers miroir. Ah merde. Je m'ai trompé d'épisode. Bah, écoutez. Non, mais je plaisante évidemment depuis tout à l'heure. J'essaye d'apporter un peu de difficulté à vos arguments, de contre-arguments, mais j'en ai pas parce que je suis pas très bon pour ça. Mais tu nous avoues que c'est ton préféré des quatre. Voilà. Mais bon. D'ailleurs, qu'est-ce qui en particulier fait que c'est ton préféré des quatre? Alors bon, La fameuse scène.
Non, mais en fait, il est en train de m'engueuler intérieurement parce que je lui pique son travail. Mais bon, en même temps, si personne te pose des questions, tu pourras pas y répondre, vu que c'est toi qui les poses normalement. Non, bon, de toute façon, Cogenitor, j'ai beaucoup de mal avec cet épisode, on en parlera tout à l'heure. Judgment également, on va en parler dans quelques minutes. Donc le combat se déroulait entre Contamination et le négociateur. Stigma Contamination est vraiment un très très bon épisode, très politique, très posé. Et Ceasefire a vraiment un bon équilibre entre philosophie et divertissement visuel. On a beaucoup d'action. C'est très sympa parce que ça se passe dans une zone de guerre, donc il y a des décors tout cramés, fumants. C'est cool. C'est vraiment un chouette épisode pour l'entertainment et également parce que il y a plusieurs espèces qui rentrent en jeu. Tu me diras dans Stigma aussi, mais voilà. Non, mais après, bon, de toute façon, du moment où il y a Shran, il est bien équilibré, donc je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais qui est à l'équipe de scénario? Désolé, c'est une question un peu piège. On doit la voir sur nos liens. Non, je sais pas. Ok, bon, tant pis. Je dois pouvoir trouver, mais alors c'est Chris Black. Sachant que même s'ils sont pas forcément toujours crédités au scénario, Brannon Braga et Rick Berman ont réécrit pratiquement tous les scénarios des 2 premières saisons. Donc c'est Chris Black plus Brannon Braga et Rick Berman. D'accord. Ok. Bon, oui. D'accord. What else sur Ceasefire? Ouais, c'est bon. Voilà, on garde cette idée de géopolitique vulcaine qui ne veut rien lâcher, surtout pas face aux Andoriens, parce que ils se considèrent toujours un peu plus ou moins supérieurs, sans le dire, aux Andoriens, qu'ils considèrent comme des sombres... des bêtes féroces et barbares. Voilà. Et justement, comme je disais, sur la fin, on se rend compte que, une fois de plus, non, ce sont les Andoriens qui font quand même le premier pas. Let's agree to disagree. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour. On va parler de Judgment, le procès. Alors moi, je n'ai pas du tout fait mon travail, donc je suis présentement sur Memory Alpha, version française. On fait un petit peu de pub pour nos amis. Et je vais vous lire le résumé, pas dans son entièreté parce qu'il est super long. Mais c'est un résumé, oui, c'est vraiment un résumé jusqu'à la fin de l'épisode. Donc en gros, le capitaine Jonathan Archer est appelé à la barre d'un tribunal Klingon, sur Kronos. On prononce bien Kronos. En fait, ça se prononce Kronos. Normalement, mais tu dis Kronos, ça marche, c'est la version francisée, on va dire. Humanisée. Ouais. Donc Archer est appelé à la barre d'un tribunal Klingon de Kronos, et parce qu'il est accusé en fait d'avoir attaqué sans raison un vaisseau Klingon et d'avoir aidé des rebelles de l'Empire à s'échapper. Et en fait, on a un épisode qui profite des décors qui ont été fabriqués pour le 6e film, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a le tribunal et un peu plus tard, Archer est envoyé sur Rura Penthe, la petite planète surgelée, qui est une prison goulag. En fait, un goulag Klingon. Donc on a un épisode très politique sur les Klingons, mais on a toujours droit à ce fameux épisode procédural qu'on retrouve dans toutes les séries, toutes les bonnes séries américaines à un moment ou à un autre. Et toutes les mauvaises aussi. Voilà. J'ai dit toutes les bonnes ? Oui. Alors je voulais dire juste toutes les séries américaines. Toutes les séries américaines qui se respectent. Voilà, et vous avez avec ça un peu mon avis sur l'épisode, c'est ça le problème, c'est que
c'est un épisode très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ce qu'est l'Empire Klingon et la culture Klingon à ce moment-là dans l'univers Star Trek, qui est donc un peu branlante au bord de la... peut-être pas de la déchéance, on va pas aller jusqu'à dire ça, mais voilà, ils veulent faire couper des têtes plus ou moins sans raison. Mais il faut que ce soit géré avec un tribunal, avec une accusation qu'on sait tous fausse, et puis comme par hasard, le personnage au milieu du jugement est jugé à mort. C'est le genre de choses qui m'agace. On avait eu le cas avec Riker dans TNG, on aura le cas avec Tom Paris dans Voyager. Je sais pas qui aura l'histoire dans Deep Space Nine, et c'est carrément le premier épisode de Discovery qui prend le truc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'agace personnellement, ce genre de choses. Hein. Et donc j'ai beaucoup de mal à couper et à vraiment plonger dans l'histoire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je peux faire une remarque? Oui. Depuis quand ces putains de Klingons parlent notre langue? Ah! Alors ça, c'est un truc de chez Enterprise. Tous les aliens, tous les extraterrestres parlent humain. Ok. Pas que dans Enterprise, dans toutes les séries Star Trek. Hein. Mais dans les séries Star Trek, ils ont les traducteurs universels. Donc même si on ne le sait pas, on le sait. Non, mais je veux dire, dans TNG d'ailleurs, c'est dit, dans ce fameux épisode que je cite à presque toutes les émissions, d'Armok, ils se retrouvent tous les deux sans traducteur. Ah si, non, je dis des c'est que les traducteurs sont pas capables de traduire leur langage. Ouais, ils sont pas capables. Ouais. Et dans Enterprise, ils ont un traducteur universel aussi. Ils sont pas aussi développés, mais... Ah bon? Non. Mais c'est vrai. En fait, mais t'as raison, en fait. Mais bon, c'est... Tu t'aurais voulu qu'ils fassent comme dans Discovery, qu'on entende parler Klingon pendant 40 minutes. Non mais franchement, je ne sais pas. Mais après avoir sorti de Discovery où t'entends les Klingons parler leur langue et puis tu comprends rien, mis à part les sous-titres pour t'expliquer. En gros, ce qu'ils disent, et encore, c'était traduit un peu à la mode barbare entre guillemets. Là, j'ai pas compris. J'ai vu l'autre parler là, j'ai fait non mais depuis quand? Quoi? Je me suis posé la même question. Et d'autant plus que moi, j'ai en tête le 6e film, Undiscovered Country, que je prononce très bien, dans lequel Kirk utilise un traducteur, un genre de téléphone satellite, un truc énorme, une cabine téléphonique, pour comprendre ce que lui disent les Klingons. Voilà. Et qui se passe beaucoup plus tard, hein, normalement. Ouais, c'est vrai. Ce qui est une erreur, parce qu'il avait pas besoin de ça dans la série originale. Ouais, mais il avait le traducteur universel dans la série originale. Ben ouais. Ben là, c'est... là on l'a dépouillé. Mais non, on l'a dépouillé à ce moment-là. On en reparlera quand on parlera de ce film. traducteur universel pour lui enfiler un autre. Mais ouais, mais comme ça, il est bien dans la... Oh là là, je suis en train de dire du mal de mon film Star Trek préféré, c'est pas sérieux. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire, là, hein? Eh oui, écoute, on en parlera dans quelques mois quand on abordera ce film. 10 heures 10 heures de ouf, parce que là, je suis pas sûr, je sais même pas, janvier, février peut-être, on verra. Allez. Bon, Charles. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup, à part ça? Alors, à part ça, mais en fait, le problème, c'est que ça m'a sorti du truc pendant facilement 10 minutes, un quart d'heure. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai mis du temps à me mettre dans l'épisode à cause de ça parce que je ne comprenais pas en fait. À part ça, bah du coup, moi c'était la première fois que je voyais les Klingons dans Enterprise. On non, les voit dans le pilote. Dans le pilote, on les voit? Ouais, oui. C'est un peu. Oui, enfin on les voit, on les entrevoit. Oui. Ils ramènent un cadavre. C'est vrai. Et il est pas mort. Mais oui, Il est pas mort. Un cadavre qui est pas mort. Un cadavre vivant. Et on les voit à la fin, ouais, on les voit. On les voit vite fait. Mais c'est vrai que je trouve que, bah, en fait, t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis des années, mais du coup, moi, je les ai vus une fois, entre guillemets, lors du pilote. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez particulier, on va dire. Donc déjà, il y a ça et ça qui m'ont un petit peu perdu. Après l'épisode, sinon dans sa globalité, j'ai trouvé plutôt bon, avec un bon
une bonne explication sur la culture klingone qui est en train de devenir en fait un régime autoritaire, hein, tout simplement. D'après ce que j'ai compris, en gros, c'était une démocratie avant et petit à petit, c'est en train de devenir un régime autoritaire. Alors, non, c'était pas une démocratie. Oui. Bah, Non, je ça, sais pas, ça- c'est, on va dire, vu disons comment qu'il y a c'est une- amené, c'est ça que tu comprends. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que l'Empire Klingon a toujours été autoritaire. Seulement, il y a eu des périodes où il y avait un peu plus d'égalité que d'autres, on va dire, je pense, et un peu plus de liberté, un peu plus de justice, de vraie justice. Et que là, effectivement, il y a une montée d'autoritarisme. Ça, c'est vrai. Mais ça, je pense, enfin, en tout cas, c'est nulle part vraiment suggéré qu'il y a eu une démocratie dans D'accord. l'Empire Klingon à un moment donné. Déjà, c'est un empire, ça porte bien son nom. Oui. Mais bon, non, mais t'as eu dans l'histoire humaine, j'ai pas de nom en tête là tout de suite, Le mais Troisième il y a eu Empire. des monarchies qui ont été plus démocratiques que notre régime actuel à certains moments quand même. Et quand je parle de l'actuel, je parle de maintenant tout de suite. mais bon. Oui. C'était petit tacle. Bon, désolé. Non, c'est tout à fait normal. Tu peux dire ce que tu veux. Je me détache de tes propos au cas où. Star Trek pour les nuls n'est pas responsable des propos tenus. Puissance maximale non plus d'ailleurs. De Dragor. Mais du coup, je suis content que ça t'ait plu quand même. Que c'est vraiment pour moi l'intérêt principal de l'épisode quand même, hein, la plongée dans les problématiques politiques klingones de l'époque, qui est vraiment intéressant. Ouais, vas-y. Non, mais j'allais changer un petit peu de sujet. Enfin, je restais dans les problèmes des Klingons, mais j'allais changer de sujet. Donc, ça dépend si ce que tu considères, ce que tu allais dire, tu le considères important. Vas-y. Sinon, ta gueule. En fait, c'est assez rigolo parce que t'as l'impression que sur globalement les 3 siècles où se passe Star Trek, les Klingons ont toujours été en crise identitaire. C'est exactement ce que j'allais te poser. À chaque fois. Dans la série TOS, je trouve que ça va. Ils sont en expansion, ils cassent la gueule à tout le monde. Ouais, mais ils sont quand même en pleine crise identitaire, quoi. Enfin, c'est pas flagrant parce que c'était pas prévu à l'époque, mais bon, tu le vois quand même. Alors, dans Errand of Mercy, c'est là qu'il est pas. C'est la première fois qu'on les voit. Si tu veux, le truc dans Enterprise, dans TOS, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des Klingons, ils sont culturellement un peu différents. Ils sont différents, ouais. Mais il y a un épisode, il me semble, où et ça justifie très bien avec le cas d'Enterprise justement. Qui fait que justement ils sont et qu'on voit dans Blood Will Tell le comics, hein, qui savent plus trop où ils en sont parce qu'il y a des gros bouleversements au niveau de leur culture. Ça c'est la pire période, mais on voit qu'au 22e siècle ils ont des problèmes identitaires en termes de rapport à l'autorité et de création de caste qu'il n'y avait pas avant, ou en tout cas de renforcement de pouvoir de caste qu'il n'y avait pas avant. Et au 24e siècle, ils sont en tout cas, il y a plusieurs clans qui sont sous influence romulienne et qui foutent le bordel aussi au niveau de la culture et de la politique. Ils ont pas de chance quand même. Oui, c'est vrai. Mais voyez, voilà, en fait, tu as dit ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'en fait, tout le temps, de tout temps, ils ont des problèmes, quoi, les Klingons. Ouais. Quand ils sont plus sous influence romulienne, c'est le Dominion qui. Mais c'est super intéressant, ça les rend crédibles, ça les rend, ça crée toute une histoire dans ce peuple qui est vachement intéressante, je trouve. Et du coup, oui, les dialogues entre l'avocat, attends, j'en suis où là, les dialogues entre l'avocat et Archer sont vachement bien là-dessus. Et c'est ce qui est bien, c'est justement quand Archer dit je croyais que tous les Klingons étaient des militaires, quoi. Ah oui. Alors que ça aurait pas été crédible une société où il y a que des militaires pour les faire bouffer, quoi. Mais le truc c'est que ça avait jamais été dit explicitement qu'il y avait des gens,
on voit un négociant Klingon dans un épisode de TNG, mais puis t'as un peu ce cliché du Klingon bourrin rentre dedans. Et là, bah non, voilà, t'en as qui sont bibliothécaires. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait le métier de son père. Il était prof, je crois. T'as professeur et infirmier, non? C'est pas ça? Ouais, c'est des trucs comme ça. Et je trouve ça très bien, quoi, que ça soit dit. C'est une petite ligne de dialogue de rien du tout, mais que je trouve vachement importante, quoi. Très très qui permet de crédibiliser en fait tout l'univers. Ouais. Ouais. Et c'est comme dans le deuxième Mass Effect, quand tu croises un Krogan qui te dit je suis scientifique, tu poses la manette, tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Krogan sont les Klingons de Mass Effect. Et c'est à ce moment-là que tu dis ah ben oui, forcément, ils peuvent pas passer leur temps à s'entretuer. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des gens qui font autre chose. Et bon, c'est un scientifique qui crée des armes, donc ça compte quand même. qui clone des personnes pour être des militaires. Bref, j'arrête avec ma parenthèse. Oui, non, après ça reste un super épisode. J'ai un gros problème avec cette fin. Donc à la fin, comme je disais dans le résumé, on a Archer qui se retrouve sur Rura Penthe, donc au travail forcé sur une planète de glace avec son avocat. Dit comme ça, c'est un peu con. Non, mais il se passe plein de trucs. L'avocat se fait envoyer là-bas. J'ai pas très bien compris en fait ce qui se passe sur le vaisseau. T'as T'Pol qui dit bon, je vais faire travailler un peu je vais graisser une patte ou deux et je vais faire travailler un peu mes connaissances. Et puis d'un coup, t'as Reed, pardon. T'as Reed qui débarque sur Rura Penthe en tant que prisonnier, qui vient voir son capitaine et qui lui dit allez, venez, on s'en va. Et ils passent par la grande porte et ils s'en vont. Fin de l'épisode. It's been a long time. T'es là. Quoi? Comment? C'est pas possible. Bah, c'est que si t'avais dû, je sais pas, si t'avais dû raconter toutes les, il y a une ellipse, quoi. Dans ce cas, tu assumes le fait de faire un double épisode jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr que ça aurait été très très intéressant. Tu faisais un épisode. Alors ça aurait pu, mais le problème c'est en fait, Charles, on n'a pas entendu. C'est pas grave, c'était pas. Charles, ce qu'il faut, c'est un épisode qui a été déjà, qui reprend pas mal la trame du film Star Trek 6. D'accord. Et qui du coup s'est un peu fait cracher dessus pour ça d'ailleurs, en disant que c'était un peu un plagiat et qu'il servait à rien. Bon. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, mais et du coup s'ils en avaient fait un double épisode, ça aurait encore plus, je pense, repris la trame de Star Trek 6. Et je pense que ça serait devenu vraiment vraiment gênant. Donc du coup Rémi, je pense que c'est pour ça qu'ils en ont pas fait un double épisode et qu'ils ont fait une ellipse à la fin pour aller chercher Archer à Rura Penthe, quoi. Ouais. Oui, mais moi ce qui m'a vraiment gêné, c'était pas tant l'ellipse, c'est le salut, on s'en va. Bref. Parce que enfin dans ce cas, tu fais entrer Reed comme un émissaire qui vient chercher un prisonnier. Là, il rentre comme un prisonnier. Il a une pioche à la main. Il a une cape sur la tête comme tous les autres prisonniers. En plus, ils essayent de nous faire croire qu'il est là pour tuer Archer avec. Bon, ça c'est le cliché américain. Mais bon, c'est défaut de réalisation. Et c'est ce petit côté-là qui m'embête. Je comprends. Moi, ça m'a pas gêné. Ça me choque pas plus que ça de. Alors moi je vais te dire comment je l'ai compris, mais c'est vrai que ça aurait peut-être été bien d'expliciter. Je comprends le truc. C'est pour moi en fait ils ont soudoyé le directeur de la prison. Oui. Mais le directeur de la prison, il veut pas que ça soit trop voyant, qu'il envoie carrément ses prisonniers tranquilles comme ça, donc il le déguise en prisonnier pour que ce soit pas trop flac, quoi, pour pas qu'il se fasse balancer par des gardes ou des trucs comme ça, quoi, que ce soit un peu plus discret. Je pense que moi je l'ai compris comme ça. Après je comprends que ça pose problème, ouais, effectivement. Ok. Bon, bref. Allez-y, balancez si vous avez des choses à dire sur le procès, sur Judgment. On a encore un peu de temps devant nous avant d'attaquer Cogenitor. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément grand chose à dire. C'est un bon épisode, mais qui tourne en rond, basiquement. T'apprends beaucoup sur les Klingons, mais c'est à peu près tout ce que t'apprends.
t'es en vue unique sur le procès, mis à part quelques flashbacks faux ou vrais pour savoir qui dit la vérité et tout ça, alors que tu sais très bien que le Klingon ment. Enfin, il n'a pas vraiment d'intérêt entre guillemets quoi. Il n'y a pas grand chose à en dire quoi. Il est très intéressant sur la culture Klingon, mais sur le reste, après sur le fond, l'épisode a pas grand chose à dire. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'univers driven. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu prends le Contagion au moins il racontait l'histoire sur le sida, sur le polyamour, machin et tout, en plus de son histoire avec T'Pol. Voilà, là basiquement t'as rien, t'as pas de sous-tête, Ouais, c'est vrai. Mis à part l'idée du goulag avec la Russie, mais basiquement c'est à peu près tout quoi. Parce que alors moi il y a un passage de l'épisode que je trouve génial, c'est alors si, il y a un thème dessus. Ah. C'est le fait de rester inactif tout en désapprouvant un système. Ouais. Il est quand même vite L'avocat, ça fait 10 ans qu'il trouve que le système est pourri, mais qu'il fait rien contre. Qui fait rien. Ouais. Et ça parle un peu de ça, quoi, de la question du est-ce que confort ou pas. Est-ce que tu attends le bon moment pour parce que ça t'est insupportable et qu'il faut agir? Est-ce que c'est bien d'agir comme ça? Parce que finalement, ça se retourne contre lui quand même. Mais je trouve ça intéressant la prise de conscience de l'avocat qui finit par dire je vais risquer ma vie à rester dans une prison où il y a un taux de mortalité incroyable pour pouvoir ressortir et pour pouvoir militer une fois que je suis rentré, pour initier des changements de société qu'on verra dans Star Trek 6. Parce que même si le procès est inéquitable et qu'il est mal fait, etc., petite amélioration dans la manière dont la justice est rendue quand même. Et ça c'est génial parce que l'épisode a été fait après, je trouve ça super bien. Alors c'est sûr, c'est pas du niveau de. C'est vrai que c'est un peu dur de passer après. Mais il y a un petit quelque chose, ouais. Il y a un petit quelque chose. Et il y a autre chose aussi, mais qui est lié à la culture, mais qui relativise les choses. C'est quand il parle d'honneur. Oui. L'honneur Klingon, c'est pas uniquement la guerre, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Et je trouve que l'avocat le rend très bien. Et sur l'honneur, quand il pète son câble, quoi, hein, quand il dénonce tout ce qui est pas bon dans la justice de son époque, je le trouve génial, quoi. Alors c'est sûr, du coup, c'est pas de la philosophie. C'est de la philosophie Klingon. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'honneur, qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que l'esprit du guerrier, y compris quand t'es pas un guerrier. J'ai trouvé ça vraiment. Mais effectivement, bon, c'est sûr que c'est des questions Klingon, quoi. Mais après, ce qu'on disait, c'est pas ça le souci. Hein. Ça, c'est vraiment très très bien traité. Ce qui va pas, c'est la forme en fait de l'épisode. C'est le côté procédurel d'un tribunal de série américaine. Parce qu'après, tout ce qui concerne les Klingons dans cet épisode est plutôt bien traité et vraiment intéressant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une forme de profondeur qui est dans la description de l'univers, quoi. Oui. Voilà, même si mais bon. Et après alors tu disais qu'ils avaient réutilisé les décors. Je suis pas sûr parce qu'en général les décors des films sont pas forcément gardés. Et Star Trek 6, ça fait quand même au moment de l'épisode, ça fait un bon paquet d'années qu'il a été fini, donc à mon avis, ils ont dû les reconstruire les décors. D'accord. Ils ont été très bien reconstruits. Ils en ont peut-être réutilisé une partie, mais tiens, la plaque A3, elle est à tel endroit. Enfin bref. Et la galerie, ils sont allés creuser pour de vrai dans un désert. Non, mais oui, j'ai trouvé ce tribunal assez intéressant visuellement. Après, bon, c'est pas ouf non plus. Hein, voilà. C'est une fosse. Oui, c'est une fosse métallisée, métal hurlante. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir avancer à le troisième sexe. Au troisième sexe. Pardon. Qui veut s'y lancer? Qui veut s'y coller? Ah oui, j'avais dit que ce serait moi en off. Tu te colles au troisième sexe? Ouais. Avec con, Rémi. Ah, je suis fatigué, désolé. Hein.
Ah là là. Donc l'Enterprise contre un peuple qui s'appelle les Viciens, qui sont, c'est assez rare pour être dit, qui sont super bienveillants, qui sont dans la même optique que Starfleet en fait, c'est-à-dire de vouloir rencontrer d'autres espèces, de vouloir découvrir la culture d'autres espèces, de vouloir étudier scientifiquement l'univers, et qui en plus de ça, truc génial, ils sont ok pour partager leur technologie avec les... Gratuitement. Ouais, c'est le coup de bol monumental, c'est le bonheur à bord. Archer, il est comme sur un petit nuage. Et là, c'est le drame. Ouais, c'est presque triste. Et donc du coup, cette espèce ont 3 sexes. Pas en même temps. Hein. En termes de, enfin, ils ont 3 sexes reproducteurs différents en fait. Donc il y a les mâles, les femelles et les cogéniteurs. Un troisième genre. Ouais, alors ça c'est un des problèmes de l'épisode. Voilà. Et donc du coup, il se trouve que les cogéniteurs, ils ont à peu près les conditions de vie qu'ont eu les femmes sur Terre à une époque, en un peu pire parce qu'ils ont même pas de nom. On parle comme des objets. Ben, c'est à la limite de la Grèce antique, hein, Et où les femmes étaient vraiment bloquées à une seule pièce dans la maison et c'est tout. Ah, je savais pas ça. Ouais, dans la Grèce antique, mais bon, l'interdiction d'accéder à l'instruction, par exemple, l'interdiction d'apprendre à lire, tout ça. Ça, c'était beaucoup plus récemment. L'absence d'autonomie, le fait qu'elles soient des objets qui sont en possession des gens, c'est ça le bon père de famille, c'est le propriétaire de la femme et des enfants, historiquement. Donc, ça plaît pas à Trip Tucker. Attends, c'est lui ou c'est l'autre? Oui, je confonds toujours. Oui, c'est ça, c'est Tucker. Trip. Qui donc, pendant que le capitaine s'éclate à faire de l'exploration et de la recherche scientifique avec le capitaine de l'autre équipe, et que le reste de l'équipage, globalement, ils échangent culturellement, mais voilà. Tucker, il décide De foutre la merde. d'apprendre à lire au seul cogéniteur c'est le seul qui a été amené à bord du vaisseau, il le pousse à s'émanciper et à réclamer de la liberté et à faire la révolution cogénitiste dans son monde en fait. Et du coup, quand ils s'aperçoivent de ça, c'est même pas qu'ils s'en aperçoivent, c'est que du coup là le cogéniteur va demander à rester sur l'Enterprise, parce que c'est vachement mieux, plus de liberté, l'accès à l'instruction. Et du coup ça fait un scandale et ça finit que pour garder des bonnes relations avec ce peuple qui est quand même inespéré, quoi, qui veut partager sa technologie, qui est super ouvert, etc. Archer décide de refuser le droit d'asile au cogéniteur. À regret, on voit qu'il est quand même vachement hésitant. Mais bon, il le fait. Et en fait, le cogéniteur se suicide peu de temps après que le vaisseau soit parti, parce que on suppose qu'il supporte pas, qu'il se sent pas de supporter l'aliénation en ayant la connaissance des libertés qu'il pourrait avoir, quoi. Et du coup, comme ils perdent, parce que les cogéniteurs sont précieux quand même, ils représentent, je crois, 3% de la population. Oui, 3%. Ils sont totalement nécessaires à leur reproduction. Et du coup, le capitaine est en colère parce qu'il a perdu un cogéniteur, quoi. Et du coup, finalement, les bonnes relations, malgré ce qu'a voulu tenter le capitaine, dans tous les cas, elles sont perdues, quoi. Et donc, Archer prend Tucker à part et il lui exprime sa déception. Il lui met un soufflon monumental.
Ouais, mais Oui, c'est pas violent, il est pas agressif. En fait, c'est beaucoup plus violent que s'il lui avait hurlé. Exactement. Il est déçu, quoi. Et Tucker, je trouve que l'acteur le joue très très bien. Il est vraiment honteux il est honteux de lui, quoi. Et voilà, ça se termine comme ça. Alors, moi j'ai une petite théorie sur ce que les scénaristes. Qu'est-ce qui se passe, Absol? Tu joues au jeu de la capsule? Non. J'ai fait tomber un truc, ça va. Non, je ça peut arriver. Oui. Non. J'ai une petite théorie sur ce qu'ont voulu faire les scénaristes avec Trip dans cet épisode. Parce que bon, les intentions de Trip, on est tous d'accord pour dire qu'elles étaient bonnes. Mais débiles. Mais voilà, on sait tous qu'il ne fallait pas faire ça. Mais il y va, tête baissée, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu le... Attention, ça va gueuler. Il est un peu le Jar Jar Binks de cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prévient que c'est lui qui va faire une connerie, que c'est lui qu'il faut montrer du doigt, et on le montre du doigt. Et on lui crie dessus. Nous, en tant que spectateurs, je parlais pas les personnages dans le récit. Alors, j'ai pas ressenti le début de l'épisode comme ça. Mais... C'est vrai. Parce que dès la première minute où il commence à montrer de l'intention sur le congéniteur, t'es là, putain, il va te faire capoter ce con. Ouais. Ah, on n'a pas parlé de la romance. Donc toi, Charles, ça te l'a fait aussi moi, ça me l'a fait direct. Je l'ai vu commencer à poser des questions au départ sur comment ils se reproduisaient. Bon, ok. Et puis à partir du moment, oui, mais ils sont pas éduqués, j'ai fait, oh putain, le con. Et je pense que que c'est volontairement explicite de la part de l'épisode, ou c'est plus parce que toi c'est des choses auxquelles t'es sensible et que t'as compris. Pour moi, ça serait l'épisode parce que ça a l'air c'est vachement appuyé, hein, quand même. Le fait qu'il va foutre la merde, c'est quand même vachement appuyé. Il y a pas mal de membres de l'équipage à qui il en parle et tout le monde lui dit non mais ferme ta gueule. Il y a tout le monde qui s'éclate ici, donc si tu veux changer leur culture, on le fera avec le temps, mais pas comme ça de suite. Et pour moi, c'est vraiment explicite, oui. Plox est hyper insistant et hyper important là-dedans. Il lui dit bien. Sur la fin, oui, votre c'est esprit. J'avais pas ressenti sur le début, tu vois. Ouais, non, si, je pense que c'était ouvertement fait comme ça, pour que le spectateur se mette dans le camp entre guillemets de l'équipage, à dire oui, on n'est pas d'accord, ça n'est pas notre culture, mais c'est pas le moment. C'est marrant parce que de manière générale dans la série, pour moi, Trip, c'est le personnage auquel le spectateur est censé s'identifier, du moins toujours au départ de ses actions, et puis de voir ensuite ce que ça donne, quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est le représentant du dans la série. Bon, c'est ok. Désolé. Après, peut-être que c'est Charles et moi qui avons cette vision-là, mais il me semble que c'est explicite. Après, dans le reste des épisodes, Trip est quand même dans tous les autres épisodes, Trip est quand même super bon. Je suis en train de regarder l'affiche, c'est LeVar Burton qui a réalisé cet épisode. LeVar Burton, c'est l'acteur qui joue, enfin Geordi Laforge. Qui joue Geordi Laforge. Et je suis très étonné parce que d'habitude, les épisodes qu'il réalise, on le voit très très bien dans TNG. Les épisodes qu'il réalise ont une patte, j'ai retrouvé sa patte très souvent. C'est très sombre. Et ce sont souvent des histoires très sombres. Mais bon, là, on a une histoire assez sombre, donc ça correspond. Mais visuellement, c'est moins sombre que habituellement, je trouve. Bref. Je dis ça parce que en fait je n'étais pas du tout en train de chercher ça. J'étais en train de chercher le nom de l'acteur qui joue Trip. Je vous en prie, allez-y, dites-nous ce que vous avez pensé de tout cela. À toi l'honneur, Charles. Moi, un bon épisode, alors un moyen plutôt, pas un bon épisode, un moyen épisode, qui traite quelque chose de très intéressant sur la différence culturelle, mais qui je pense ne va peut-être pas assez loin
dans le sens du comment il aurait dû agir. C'est-à-dire, on dit à Trip, oui, c'était pas ça qu'il fallait faire. On te dit qu'il fallait pas ça, qu'il fallait pas faire ça, mais on lui dit pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour que ça se passe bien. Donc moi j'aurais bien vu, alors ça aurait été fait en 2 lignes de dialogue, mais genre Archer pendant son soufflon qui lui aurait dit, vous voyez là, il y a quelqu'un qui est mort parce que vous avez voulu le sauver là de suite, alors que peut-être que dans 10 ans on aurait pu augmenter le niveau social de tous les congéniteurs. Moi je trouve qu'il manque un truc comme ça en fait, pour expliquer à Trip que le fait qu'il soit impulsif et qu'il veulent faire tout de suite en fait. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut avoir une vision à plus long terme. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce qu'il faut. Non, mais dans le cas où ok. il faudrait changer la culture. Ouais, mais changer la culture d'un autre peuple, c'est de l'impérialisme. Et je suis pas très fan d'impérialisme. Mais bon. Oui, enfin, on parle quand même de gens qui sont, de personnes qui sont traitées comme des objets. Oui, bien sûr, mais c'est quand même de l'impérialisme. Non, mais je dis pas aller leur taper sur la gueule. L'autodétermination du peuple. Non, mais je dis pas aller leur péter la gueule. Mais que tu le fasses par la culture ou par la violence, c'est pareil. C'est imposer notre vision à une autre culture, à un autre peuple. Il y a un truc qui est enfin, il y a une notion qui est évidemment c'est jamais vraiment explicite. Mais le droit à l'autodétermination, que ça soit celui des individus ou celui des peuples, c'est quelque chose c'est un truc qui est vachement important dans Star Trek. Et donc, si tu veux, là, ce que Trip défend, lui, c'est le droit à la détermination d'un individu, d'une catégorie d'individus, mais il le fait au détriment du droit à l'autodétermination du peuple. Et ça, c'est... Et alors, je vais t'expliquer la stratégie de la Fédération. C'est quelque chose qu'on voit dans Deep Space Nine, qui est expliqué par un Ferengi, qui a parfaitement conscience de la stratégie de la Fédération et qui s'appelait pas du tout. C'est l'influence par l'exemple. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire aux gens comment ils doivent se comporter, mais ils vont leur montrer comment on se comporte bien et comment ça marche tellement bien que les autres vont vouloir les imiter. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Ferengi en 4e. Et en tout cas, dans la série, et je trouve que c'est pas bête comme méthode, c'est comme ça que la Fédération agit. Voilà, la Fédération n'existe pas à l'époque d'Enterprise, donc évidemment, c'est pas ça. Mais et je trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'après, c'est que les gens des peuples qui vont avoir des relations de proximité avec la t'as des personnes opprimées ou des personnes qui vont devenir sensibles à l'oppression et qui vont d'elles-mêmes, en tant que représentantes du peuple, vouloir transformer le peuple, mais pas parce qu'on leur a dit qu'il fallait le faire, mais parce qu'elles se sont rendues compte par elles-mêmes qu'il fallait le faire. Et la nuance est vachement importante, je trouve. Mais comment veux-tu que des gens qui sont enfermés chez eux puissent apprécier, on va dire, je sais plus comment tu as tourné ta phrase, mais en gros, le bon exemple de la Fédération. C'est pas eux, ce sont pas les personnes qui sont enfermées chez elles qui vont faire ça, ce sont les instigateurs. Dans notre cas, ce ne sont pas les cogéniteurs qui vont changer leur culture en nous observant, ce sont les deux autres sexes qui vont finir par laisser les cogéniteurs sortir et accéder à l'éducation et aux droits, et etc., etc. Par l'exemplarité, en fait, en se disant ah merde, en fait on s'en rend pas compte parce que c'est pas du voulu ce qu'ils font, mais on s'en rend pas compte, mais on est en train d'opprimer une partie de notre population. Ouais, c'est comme vouloir dire à Cell d'arrêter de vouloir détruire le monde, mais bah non, parce que c'est toi qui va détruire, c'est ton peuple qui va détruire, donc c'est normal que tu détruire. Bah non, après, je nuancerai ce qu'il est fait de cellules sériennes, donc c'est aussi son peuple qui veut détruire. Non bon, je vais trop loin. Non, pour partir, juste pour faire mon clin d'œil. C'est compliqué, hein, on va pas résoudre la question. Et c'est pas notre but non plus. Mais c'est pour ça que justement, je suis content, justement, au contraire, maintenant qu'on en parle, je suis content que l'épisode ne dise pas comment il aurait fallu.
Parce que justement, c'est très bien, on voit qu'on n'est pas tous d'accord avec Après, c'est un sujet que l'on traiter à la fin de l'épisode, quoi. C'est un sujet qu'on retrouve, c'est cette fameuse Prime Directive, hein, ça fait partie du sujet qu'on retrouve dans énormément d'épisodes de beaucoup de séries de Enterprise, de Star Trek, pardon. Et à chaque fois, il y a très rarement de prise de position parce que c'est une discussion beaucoup trop sensible. C'est houleux, quoi. Hein. Voilà, c'est clair. On l'a vu à l'instant. C'est pas engueulé. Non, c'est pas engueulé. Non, mais vous aviez tous hein. les deux un point de vue assez. Par contre, on va assez peut-être se faire différent, engueuler c'est-à-dire, parce qu'en parlant de blanc. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est un peu malsain. Mais écoutez, après, bon, j'ai lancé plein de fois des appels et je continue de les lancer. N'hésitez pas, qui que vous soyez, si vous avez envie de venir parler avec nous de ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter. Alors surtout des femmes de préférence parce qu'on commence à manquer là quand même. Alors c'est même pas la question, c'est surtout qu'en fait le groupe là, nous le noyau dur de Star Trek pour les nuls, les 5-6 intervenants principaux, on est tous des hommes blancs cisgenres, presque tous orientés de la même manière sexuellement, et donc voilà, c'est vrai que notre point de vue presque tous, j'ai dit. Ah bon? T'es gay aussi? Ouais. Je suis pansexuel. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on est tous des hommes blancs. Non mais oui, on manque c'est clair. Voilà, on manque de diversité pour peut-être aborder un peu ce genre de sujet. Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure sur ces épisodes parce que, à côté de ça, Charles m'avait parlé en off il y a quelque temps d'un petit sujet qu'il voulait aborder en émission. Enfin, il y a quelque temps, c'était hier, mais je pense que ça peut être intéressant de l'aborder en émission, justement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode sur la géopolitique à ce moment-là? C'est vraiment sur l'humanité qui balbutie à créer cette fameuse directive première. Bah ils sont maudits. Soit on veut leur casser la gueule, soit il y a un couillon qui vient tout péter. Voilà. Bon. Ben, je pense que ça résume bien. Hein. Ça conclut bien. Oui, ben, de toute façon, exactement. C'est vrai que particulièrement dans celui-là où ça se passait vachement bien, ouais, t'es là, bon, ok, c'est intéressant, ça amène des sujets, on l'a vu, hein, qui sont hautement intéressants et importants, mais et complexes. Mais c'est vrai que du coup, t'es là, t'es triste, quoi. Ouais, il y a même Reed qui arrive à choper son petit coup du jour et tout, c'est cool. Tu te dis, mais même si ça, si c'était ouais, t'aurais envie qu'il y ait un épisode où ça se passe parfaitement bien tout le long d'épisode. Même si tu sais très bien que l'épisode serait chiant à mourir, tu dis qu'il y en ait un, quoi. Ouais, mais juste pour une fois, tu sais, c'est pas grave, on peut se faire chier pendant 3/4 d'heure. Ça nous arrive des fois. Et il y a... Si, moi j'ai un petit souci quand même avec cette espèce, les Vissiens, c'est ça? Je les ai trouvés un petit peu légèrement condescendants, du genre, oui... nous, on est meilleurs que vous en tout point. On a une mémoire parfaite. On est super doué. Nous, on a découvert 195 éléments. Vous en êtes qu'à 33. Donc, ouais, bon, voilà. C'est mais l'exposition. Trip, à un moment donné, elle dit, on utilise les mêmes batteries d'énergie que vous. Oui. Pour les fusils phasiques. Oui. Mais en même temps, c'est difficile de. Oui. Enfin, parce que mis à part socialement, ils sont supérieurs quasiment en tout point sur l'humanité. C'est difficile de pas être condescendant quand t'es supérieur à quelqu'un, quoi. Bah, je sais pas. Moi, Alors, moi, je dis ça sur un truc que j'ai remarqué. L'intégralité des gens qui font de la vulgarisation sur YouTube sont tous accusés à un moment donné ou à un autre d'être condescendants. Ouais. Après, c'est notre point de vue d'ignorant et de... Ouais.
Bah, d'un autre côté, tu vas Laisse discuter notre ego. avec quelqu'un qui gagne 10 fois ton salaire, qui a une baraque 15 fois plus grande que toi. Même s'il peut être très sympa, il va te paraître condescendant parce que bah t'es jaloux. Non mais franchement, Inconsciemment, oui. voilà. Inconsciemment, Non, tu mais vas être moi, là, je discute ouais, même non pas mais il se avec la eux. pète, voilà. Moi, Non, à mais- chaque fois que je non, vais mais- chez Moi, Charles, je les les jeans, de pourriture mais capitaliste et j'ai pas en Voilà. Non mais t'es invité chez lui pour boire l'apéro, tu vas le traiter, ouais, vas-y, il m'invite près de sa piscine immense, machin, il se la pète. Enfin forcément, tu vois, voilà, tu vas être jaloux. Alors, c'est pas vrai. Je lui dis de remplir sa piscine de guinée. J'en Non, mais veux j'ai pas envie de de ta dire, Guinness quand acheter t'as- à Intermarché. Non, non, mais oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est jaloux, Avec quoi. un tel écart, de toute façon, c'est, en gros, c'est ça, hein, basiquement, hein. C'est pas faux. C'est difficile de pas paraître condescendant, là. Oui, Ouais. c'est vrai. Bah écoutez, je pense qu'on a Alors, bien moi, compris. Oui, vas-y. j'ai un autre problème avec. Parce que cet épisode, c'est aussi l'occasion, comme on parlait tout à l'heure pour le polyamour, là, c'est l'occasion de parler de la non-binarité de genre. Un sujet qui avait déjà été abordé dans The Next Generation, avec l'épisode The Outcast, dont j'ai déjà dû parler, je pense. Oui, tu as parlé avec Sean de Trek on the Tube. Ah, ok. Et et je trouve que c'est bien, mais c'est de nouveau, t'as les mêmes limites en fait qu'à chaque fois que tu transposes une question humaine sur des extraterrestres, c'est que c'est bien, ça permet de donner les choses en douceur, mais de nouveau, tu dis que les humains ils ont que deux genres alors que c'est pas vrai. Et ils confondent souvent dans les sexes aussi. Les Alors. deux mots en anglais sont utilisés indifféremment. Ce qui est très dommage. Parce que, mais bon. Ils confondent Voilà, sexe et genre. c'est dans les bonnes idées, on force. Voilà. Mais bon, c'est. Alors là, je pense que c'est parce que ce n'est pas le propos. Ils veulent pas parler de sexe ou de genre. Ils veulent parler de. Je pense qu'ils veulent parler des deux, hein, tout comme l'épisode Stigma parlait à la fois du sida et à la fois du polyamour. Je pense qu'ils voulaient parler des deux, mais Moi, je pense effectivement, pas. c'était moins centré sur la binarité de genre. Ça me paraît très bizarre parce que Je pense vraiment que le techniquement, sujet c'est là, pas- c'était vraiment la Prime Directive. Hein. ouais, parce que on parle pas de genre, hein, on parle vraiment de sexe puisqu'il fait partie intégrante du processus de reproduction. Oui, non, mais je sais, mais dans les dialogues, ils disent gender au lieu de dire sexe. Et c'est un peu dommage. Après, c'est du pinaillage, hein. Après, ça montre aussi, du coup, le fait qu'ils soient pas à l'aise, entre guillemets, avec ça, qu'ils connaissent pas bien, et du coup, ils savent pas quel mot utiliser, quoi. Peut-être tout simplement. Ouais, je sais bien, mais Après, sais c'était il y a 20 ans, hein, quand même. Ouais. ouais, non, mais je remarque, sais. aux États-Unis, c'était déjà une chose un peu plus Oh, non, réfléchie que. enfin, oui, mais non, enfin, pas tellement. Mais ouais, non, mais oui, je sais très bien que c'est une question d'époque. Hein. Pas de. C'est juste que j'avais envie de pointer le truc, voilà. Ok. Disons que ça me touche un peu personnellement parce que je connais plusieurs personnes de genre non binaire, donc forcément, Oui. ça me saute un peu aux yeux quand ça arrive, quoi. Ouais, enfin, mais bon, c'est il y avait une bonne. C'est toujours pareil, la méthode est bonne, mais il y a c'est juste ça. Alors, ça a coupé la fin de ta phrase, donc on a juste la méthode est bonne. Mais elle a ses limites. D'accord. Il est exactement les mêmes limites que ce que je disais. Non, en fait. Ah, ok. Ben écoutez, je pense qu'on a conclu cet épisode sur Enterprise. Enterprise. Voici les voyageurs du vaisseau spatial Enterprise. T'as bu combien de bières pendant l'émission? 0, c'est ça le problème. Alternative. Encore, oui, Parce que moi je suis au jus de tomate, ça marche pas très bien pour se saouler. Non, moi j'ai bu une pinte d'eau et c'est tout.
Alors Charles, hors micro, il y a quelques jours, tu m'as envoyé un message en me disant je peux parler pour toi ou tu... Tu peux parler pour moi. Ok. Tu disais, moi je préférais que ça soit lui qui le dise. oui, Rémi, c'est bon. je sais pas comment faire pour te ressembler, t'es tellement beau, charismatique, fort et tout. Pardon, tu m'as autorisé C'est à la parler barbe. pour toi. Oui. Vas-y. Non, Il faut continuer, hein, lance-toi des fleurs. oui, voilà. Je sais qu'on t'en jamais, donc Voilà, faut dire c'est- vu ta gueule. on balance le pot et pas les fleurs. Non, tu m'as envoyé il y a quelques jours un message en me disant je trouve ce rythme de regardage, tant pis, De visionnage. de si tu visionnage veux mettre un de la mot, série voilà. Enterprise un petit peu abrupt. On est passé de la saison 1 à la saison 2 en faisant un gros bond dans le temps. Les personnages ont eu le temps d'évoluer et nous on s'en rend pas compte. D'ailleurs c'est une question qu'on s'est posée au début du podcast avec la question de T'Pol, si on avait appris qu'elle était malade avant ou pas. Et en fait tu remettais un peu en cause le système pour faire découvrir Enterprise de cette manière. Est-ce que... Ah, oui et non. Dis-moi tout. C'est-à-dire que le système de podcast en lui-même, Mhm. de vision 4 épisodes important, parce que ça sert à rien s'il y a un épisode qui parle de rien, ça sert à rien d'y passer 10 minutes dessus. Ça ne me dérange pas. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est moi en tant que cadet, de passer, on va dire, de la moitié de la saison 2 à la moitié de la moitié de la saison 1 à la moitié de la saison 2 sans avoir vu les autres. Mhm. Voilà, et du coup de sauter vraiment cette étape-là, alors que il y aurait peut-être des choses intéressantes que je pourrais reprendre des autres épisodes. Oui. Pour, on va dire, amener le truc, quoi. Là, j'ai l'impression, ouais, de regarder, ouais, je regarde les épisodes d'une série, mais je regarde pas une série, quoi. C'est tout à fait, c'est totalement Et vrai. ouais. Si tu veux, ouais. Alors, je suis totalement d'accord. C'est vraiment dommage. Et effectivement, c'est pas. Je pense pas que ce soit une méthode à conseiller pour regarder, pour découvrir Enterprise. En limitant, enfin, moi j'avais, parce que alors je plaide un peu coupable parce que la plupart des épisodes c'est moi qui les ai proposés. Mm. Ouais, non, mais ils sont très bien, hein. Je dis Si pas tu veux, ça. moi j'avais fait une, non, je suis parti pour les choisir d'une liste que j'avais créée sur le forum sur le Ultime Frontière. Je mettrai le lien dans la description. Où j'avais pris dans tout Star Trek, j'avais essayé d'enlever tous les épisodes qui ont assez peu d'influence sur la suite, qui apportent assez peu de connaissances sur l'univers de Star Trek, pour essayer de trouver une espèce de raccourci d'épisodes à louper. Mais en réduisant au maximum, sur Enterprise notamment, dans la saison 1, j'avais 7 épisodes. Dans la saison 2, j'en avais 9. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des épisodes qui sont indispensables vraiment pour devoir comprendre la suite. Et effectivement, quand tu réduis encore à 4, ça réduit trop, quoi. Oui, c'est clair. mais après, là où je voulais en venir, de toute façon, c'est que le meilleur moyen de découvrir une série, c'est de regarder la série. Bravo pour ce sophisme, Rémi, merci beaucoup. Tu es notre espoir dans ce nuage de son. Ouais, bah évidemment. C'est tout à fait vrai. Après, en fait, on a voulu faire ça pour les auditeurs et les auditrices pour instaurer un peu. On cherchait ce qui pouvait, notamment surtout dans la première saison, ce qui pouvait poser les bases de ce qu'était l'esprit Trek. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, à la fin de la première émission sur Enterprise, On en avait parlé. Dragor t'a dit « Ah ben c'est bon, t'as tout compris à ce qu'était Star Trek. Et j'ai trouvé ça magnifique qu'en 4 épisodes, parce qu'on aurait pu très bien se passer des épisodes pilotes et des films qu'on a vus jusqu'à présent, en 4 épisodes, on sait ce qu'est l'esprit Star Trek grâce à cette série. Et
Voilà, donc je trouvais intéressant de parler de ces choses-là. Après, c'est sûr que voilà, on conseille toujours à nos auditrices et auditeurs de regarder tout, tout ce qui s'est fait sur Star Trek, parce que si on prend l'ensemble, faut prendre l'ensemble, quoi. On jette pas. Et de pas se limiter à vraiment regarder seulement les films qu'on a traités et les 2 fois 4 épisodes de Enterprise qu'on a traités, plus tous les épisodes pilotes. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment regarder dans la globalité, dans son propre rythme. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, parce que on n'est pas tous capables de regarder toute l'intégralité de Star Trek en 7 mois. Mais oui et non. Si ces questions se sont posées, du coup on n'est pas les premiers à se les poser, parce que ça s'est posé sur Ultime Frontier il y a bien longtemps déjà. Les premières questions, c'était en 2012, la première fois que le sujet a été abordé. C'est que quand même, 700 Discovery, si tu rajoutes, ça fait plus de 750 épisodes qui font 40 minutes. Ça fait un peu peur, quoi. Quand tu veux te lancer dans un truc, tu te dis oh là là, il va falloir que je me tape tout ça, je vais y passer 3 ans. Moi-même, c'est ce qui m'avait retenu de commencer Star Trek pendant un moment quand même. Donc il y a un besoin de réduire le truc. Mais après, moi je pense qu'il vaut mieux c'est pour ça d'ailleurs que maintenant de plus en plus je conseille juste de regarder Enterprise. Et si on accroche, t'es pas obligé de regarder la suite, voilà, si t'accroches, c'est pas grave, t'auras déjà une bonne idée de Star Trek. Et parce que elle fait que 4 saisons, et que c'est une introduction, c'est l'introduction par l'univers de Star Trek pour moi, quoi. Mais oui, d'ailleurs, n'écoutez pas la tête au carré de France Culture qui arrête pas de cracher sur Enterprise. Je sais pas ce qu'ils ont là-dessus, sur cette série là-bas. Star Trek Enterprise est une très bonne série pour débuter Star Trek. Il y a un peu de profondeur, il y a un peu de forme, c'est vraiment un très bon... alors ça fait prétentieux, mais c'est un très bon pot pourri de ce qu'est Star Trek. Ça fait pas prétentieux, comment on dit, comment on vient de dire. Enfin bref. Et du coup, Charles, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour la suite de Star Trek pour les nuls vis-à-vis d'Enterprise? Alors, moi, on va dire que pour le podcast, voir que 4 épisodes, c'est pas un souci, mais c'est vrai que pour moi, qui regarde les épisodes, histoire de pouvoir les remettre en contexte, ça pourrait être bien, du coup, que je puisse me faire la série jusqu'à ces fameux 4 épisodes, quoi. Ok. Les prochains épisodes, c'est surtout ça. Bah ouais, c'est vrai, parce que du coup, on te sacrifie un peu pour mais... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Tu es laïka. Tu es laïka. C'est notre cobaye. Ouais. Alors, en plus, ça va être d'autres que la saison 3 d'Enterprise est très sérialisée. Et que, moi, je sais que j'aurais aucune idée de sélectionner 4 épisodes sur la saison 3, parce qu'ils se suivent beaucoup, quoi. Ouais, mais je pense il y a quelques fillers, mais pas le faire. Soit on traitera de la saison 3 en entière, soit on le fera pas. Ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Alors je suis désolé, j'ai eu un petit souci de micro. Je disais, je pense soit on ne traitera pas de la saison 3, soit on la traitera dans sa globalité, c'est-à-dire on va tous la regarder ensemble. Enfin ensemble, on va tous la regarder et puis on dira, voilà, comme une seule et même histoire. Qu'est-ce que tu dis, Charles? Non, rien. Laisse tomber. Ensemble, ensemble, je n'étais qu'un mur immense. Mais bien, joli. Bravo. Voilà, chez Star Trek pour les nuls, vous écoutez du Jean-Jacques Goldman. Bienvenue sur Puissance Maximale. Voilà. Écoutez... Au revoir tout le monde. Ayez une longue vie et prospère. Et tournez les violons. Merci de nous avoir écoutés, likez, commentez, partagez. Soudoyez votre grand-mère pour qu'elle nous envoie des sous. Mais non. Non. Contentez-vous d'écouter notre voix et de dire oui,
Ils ont raison. Mais envoyez-nous des sous parce que j'ai envie d'avoir mon chèque quand même. Et voilà, la blague. Ah, alors la Voilà. seule chose qu'on n'a pas fait habituelle, c'est le problème technique et le tacle sur Star Trek 2009. Dragor, un petit tacle sur Star Trek 2009. Je pensais pas qu'on en viendra à me les régler. Bah écoutez, allez, on arrive bientôt 2 heures d'émission. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout ceci. Une fois de plus, hein, je le dis d'habitude en off, mais là, allez, c'est la joie, c'est la panacée. Je le dis maintenant. C'est vraiment un plaisir d'enregistrer toutes ces émissions avec vous. Surtout que je vous impose des rythmes, assez soutenus depuis quelque temps. Et qu'on a toujours pas reçu de chèque. On fait 1, voire 2, voire 3 émissions par semaine. Bon, peut-être pas 3, mais une à 2 émissions par semaine. Pour produire du contenu à l'avance, on sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est bien. Et je suis très très heureux de faire toute cette aventure avec vous. Voilà, ça fait bientôt 3 mois que nous sommes tous ensemble. Non, mais c'est... Ça fait un peu ça cucu, fait beaucoup mais plus de je suis 3 mois très d'ailleurs. heureux de faire ça avec vous aussi. Non, si d'ailleurs ça fait 3 mois. On a commencé au mois de juin, on est au mois de octobre, pardon, et ça fait 3 mois, ouais. Donc ça fait pas, c'est petit dans l'histoire de Star Trek pour les nuls. Ce sera petit et c'est petit dans l'histoire des podcasts de manière générale, mais sachez que ça prend une grande place dans mon cœur et dans mon esprit. Allez, que la force soit avec vous. En H24. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est le temps, 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour regarder tout Star Trek H24. Ah bon? Je sais pas. C'était comme ça. Eh bien, écoute, c'est tentable. Allez, je me lance tout Netflix et je me mets les films d'affilée à la suite. On se reparle dans 3 mois avec une grosse barbe et perdu 18 kilos. Bon, très chères auditrices, très chers auditeurs, nous vous souhaitons tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon appétit, quoi que vous fassiez, que ça se passe bien pour vous dans votre vie, de manière générale, qu'elle soit longue et prospère. Charles, un dernier mot? Ok. Dragor, un dernier mot? Par le grand marteau de Graptar, par les fils de Warvan, je jure que tu auras ta vengeance. Alors ça ne vient pas de Star Trek pour les nuls, ça vient de Galaxy Quest pour les nuls. Allez, à très bientôt, au revoir. Ciao. Crapla! Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek pour les nuls. En avant.